bonsoir, bienvenue dans cette émission, heureux de vous retrouver dans Parole Plume Papier, 28 ans d'existence. Nous sommes dans la veine des activités des 72 heures du livre. Nous recevrons pour vous ce soir, comme promis la semaine dernière, nous recevrons pour vous ce soir Monsieur Mamadou Kolon Diallo. Il est auteur de Pour avoir eu raison trop tôt, ces livres qui entrent dans le domaine de la littérature de douleur. Je vous disais tout à l'heure que la bibliographie de cette littérature est beaucoup plus ample en Guinée aujourd'hui parce que tous les Guinéens qui ont vécu ces faits écrivent sur ce qui s'est passé, et je pense que c'est important, comme je le disais lors de ma rencontre avec Madame Barry, que c'est important pour nos historiens qui doivent tirer la quintessence de ces informations pour réécrire l'histoire de ce pays. Nous en avons besoin, nos enfants en ont besoin et la postérité en a besoin. Et c'est dans ce cadre que nous recevons pour vous dans cette émission tous ces auteurs. Depuis 1984, nous ne cessons de le faire ici à la télévision guinéenne. Et Pour avoir eu raison trop tôt de Mamadou Kolon Diallo, Phoenix International, c'est son premier ouvrage. Bonsoir M. Diallo. Bonsoir M. Bienvenue à cette émission. Merci. Vous connaissez bien l'existence de cette émission? Je l'ai suivi très souvent. Très souvent. Vous n'étiez pas au pays depuis un moment? Si, je suis toujours resté au pays. Ah, ok. Donc, alors, pourquoi, pour avoir eu trop raison, pourquoi avoir choisi ce titre? C'est lors de notre libération que le président Sékou Touré nous a dit « Je sais que vous êtes des patriotes, mais vous avez eu raison trop tôt. » Alors, après avoir purgé 6 ans pour vous, 10 ans pour certains, 8 ans pour certains, il vous reçoit pour vous dire, pour avoir eu raison trop tôt, que vous avez eu raison trop tôt. Voilà. Pourquoi avez-vous eu raison trop tôt? Parce que on nous a accusés de complot. Lui, il savait qu'on n'était pas des comploteurs. Alors, je rappelle que vous étiez des enseignants. Des enseignants. Et qui ont milité à travers un mémorandum. Un mémorandum. Vous étiez des enseignants qui ont écrit un mémorandum en vue de qualifier l'enseignement, le traitement des enseignants en Guinée. Oui. Et puis vous aviez été tous embastillés. Embastillés. Et ce mémorandum, il est venu à la suite de la promesse de Sékou Touré. Il y a eu le congrès des enseignants en 1961. Et il a reçu les congressistes au siège de l'Assemblée territoriale de l'époque, l'Assemblée nationale. Il nous a dit « Votre préoccupation est la mienne. Votre sort, c'est mon souci, c'est le souci du gouvernement. Je vous promets qu'avant la rentrée, je vais m'atteler à trouver les solutions à vos problèmes. » Par la suite, un statut particulier des enseignants a été publié qui ne correspondait pas du tout à l'attente des enseignants. Et une critique de ce statut a été faite et lui a été adressée sous forme de mémorandum. C'est ça qui a déclenché la foudre. Et tous ces grands enseignants, je pense à vous tout à l'heure, on parlait du professeur Gilles Signan, vous, Mamadou Kolon, M. Tanguay, Gangué, M. Réautra, Mamadou Réautra, et le célèbre Koumanjan Keita, sans oublier Ibrahim Akaba de l'Abbé, et puis Muntaga Baldé. Muntaga Baldé, Asmiou Baldé. Asmiou et bien d'autres. Baldé et bien d'autres. Vous avez été tous embastillés parce que vous étiez du syndicat des enseignants. Non. Eux, enfin, moi, pas c'est à la suite des événements, quand on a arrêté le bureau directeur des enseignants, qu'il y a eu des manifestations. Moi, j'étais à l'Abbé et l'Abbé a manifesté de manière très, très vigoureuse et a soutenu le bureau directeur des enseignants. C'est à la suite de ça que nous avons été arrêtés. Donc, si vous voulez, c'est un par ricochet, c'est les enseignants, mais il y avait eu ces événements.
Alors, je rappelle que vous avez fait des études en France. Oui. Vous avez de longues études en France, et puis vous êtes enseignant de profession et vous avez été surveillant ici à l'époque coloniale du lycée classique de Conakry. J'ai été surveillant au collège classique en 53-54. Alors, expliquez un peu aujourd'hui aux jeunes ce que c'est qu'un surveillant, parce que c'est des postes qui n'existent plus dans les... À l'époque, le régime était de l'internat ou externat, ou les deux mélangés. Et pour surveiller les élèves à l'internat, il y avait des messieurs qui étaient recrutés pour, en général, des étudiants ou des instituteurs. En fait, pour la bonne conduite. Pour la bonne conduite. Il fallait avoir une bonne conduite. Et on veillait à ce que les enfants soient bien éduqués. Il y avait de la discipline, il y avait de la rigueur. C'est dans ce cadre-là que j'ai... Ensuite, j'ai été surveillant général au lycée en 59-60. 59-60 au lycée classique de lycée Donka. Classique de Donka. Et en 60-61, je suis rentré à l'Abbé pour enseigner. Donc comme enseignant à l'Abbé. Donc on ne va pas revenir sur tout ce parcours dans votre ouvrage, mais ce qui est important, c'est porter aujourd'hui la réflexion sur ce qui vous est arrivé, et aussi la réflexion sur ce qui est arrivé à l'enseignement en Guinée. Pas seulement à l'enseignement, ce qui est arrivé à toute la Guinée. Toute la Guinée, bien sûr. Parce que, comme disait tout à l'heure Madame Barry, il n'est pas concevable que la Guinée, avec les ressources matérielles et humaines qu'elle avait, avec les conditions dans lesquelles la Guinée a pris l'indépendance, avec l'enthousiasme et l'aide de tous les progressistes d'Afrique et du monde, dans le livre, qui sont partis petit à petit. Petit à petit. N'est pas normal que la Guinée soit là où elle est aujourd'hui. S'il y a un scandale, c'est celui-ci. Qu'avec les atouts que nous avons, nous soyons à la queue du peloton. C'est tout ça qui... Et après avoir pris le recul et tout ce que vous avez vécu, je sais que vous êtes resté 6 ans dans les différentes prisons de Guinée. D'abord à Boiro, ensuite à Kissidougou, à Guékedou du moins. Et après avoir pris le recul, aujourd'hui, quelle analyse faites-vous de cette évolution en dents de scie? On ne peut être que très triste et amer. Comme je disais tout à l'heure, c'est incompréhensible que la Guinée soit... Maintenant, il y a eu une dérive. Quand la Guinée a pris son indépendance, tout le monde était enthousiaste et tout le monde voulait la réussite de la Guinée. Aussi bien les Guinéens que la plupart des progressistes du monde. Il y a eu ici l'arrivée d'une masse énorme d'intellectuels. Dans celui qui nous concerne beaucoup, le poète, l'écrivain sénégalais David Diop. David Diop. Le neveu d'Alun Diop, fondateur de Présence africaine. C'est ça. Il y avait David Diop, il y avait... Moumini, le savant nigérian, physicien. Il y avait les Sar Amsata. Amsata Sar. Sal Kali. Kizerbo. Kizerbo était parti. Ah, il était parti finalement. Kizerbo est parti très tôt. C'est sa femme qui était là, Jacqueline. Qui était à l'hôpital. Non, Jacqueline était au collège des filles. Des filles, des jeunes filles, ok. Elle dirigeait le collège des filles. Donc, il y a eu un engouement extraordinaire. Et tout le monde pensait que la Guinée allait démarrer. Et que ça allait être peut-être une aventure extraordinaire. C'était le début d'une aventure extraordinaire. Malheureusement, cette aventure a tourné court. L'enthousiasme du début a été remplacé progressivement par le scepticisme, et même, disons, la déception. Et les étrangers qui étaient venus aider la Guinée ont perçu peut-être les premiers que cette aventure, les signes de la dérive. Je me rappelle d'un professeur malien du nom de Touré, Abdraman Touré, qui en juillet 1960 a dit: la Guinée
est peut-être révolutionnaire, mais ce qui se fait en Guinée n'est pas mieux que ce qui doit se faire dans mon pays. Je vais donc rentrer et me battre dans mon pays. Et il est rentré. C'est des signes prémonitoires, c'est des signes qui annoncent qu'il y avait une dérive. Donc la dérive, elle a été perçue très tôt par ceux qui réfléchissaient. Et à l'arrestation des enseignants, la plupart des cadres qui étaient venus sont partis, pratiquement un à un et même en groupe. Et on a laissé la Guinée à elle-même. Et je pense que le drame de la Guinée a été que Sékou Touré n'a pas compris qu'il avait la Guinée à sa disposition et qu'il avait tous les Guinéens à sa disposition. Il a pensé que ses adversaires politiques d'hier continuaient d'être des adversaires politiques alors qu'il l'avait rejoint en votant non au référendum et en se mettant à son service dans son gouvernement. Il n'y avait aucune divergence au sein de... Je crois que il n'y avait pas de divergence à proprement parler. Tout le monde voulait la réussite de la Guinée. Et des gens ont sacrifié leur carrière. Mais vous, par contre, vous l'avez fait. Oui. Moi, je n'ai pas terminé les études parce que je suis rentré pour ça. Mais quand on est arrivé, il y avait effectivement, c'était tout à fait au début, un certain nombre de gars qui militaient dans le PAI se sont dit, avec les exilés sénégalais du PAI qui étaient là, on est allé voir le président Sékou Touré, on lui a dit, ton équipe n'est pas homogène. Le fait d'avoir intégré tout le monde dans le RD, dans le PDG, c'est une bonne chose si tu veux sur le plan tactique, mais à la longue, ça ne peut pas marcher. Et il faut conserver une ligne idéologique claire. Et à l'époque, on voulait qu'il y ait une section du PAI en Guinée. On lui a suggéré. Le PAI, c'est le Parti africain de l'indépendance. Il a dit, je ne peux pas permettre à un parti d'exister ayant obtenu très difficilement l'adhésion de tout le monde et, disons, l'unité. C'était normal. Si je vous laisse exister, je suis obligé de laisser exister les autres et l'unité qu'on a faite, elle vole en éclats. Et c'était exact. Il dit, mais vous pouvez militer au sein du RDA, constituer une tendance et exprimer vos points de vue librement, démocratiquement. C'est ça qui a été fait. Il y a eu des débats houleux à la Bourse du Travail. Il n'y avait pas encore la terreur. Et ce sont ces débats qui ont... Mais ça a effrayé. Je pense que ça l'a effrayé lui-même. Et ceux qui n'étaient pas dans la ligne, qui avaient rejoint le PDG par opportunisme, se sont sentis menacés. Et ils ont joué. Et ça a pu peser un peu. Mais c'est sa volonté à lui qui a été déterminante. Je disais tout à l'heure que le mal de la Guinée, le drame de la Guinée, c'est qu'il n'ait pas compris qu'il tenait le pays. Il a pensé qu'il y avait des gens qui contestaient son pouvoir, alors qu'il n'en était rien. La plupart des Guinéens, des cadres guinéens, voulaient l'aider à réussir l'expérience guinéenne. Mais surtout, les enseignants... Depuis cet événement, l'enseignement guinéen a connu une... A baissé. Voilà. Il a baissé. L'enseignement a baissé parce qu'on a introduit des langues nationales alors que ça n'a pas été étudié et programmé pour. L'étude des langues nationales, c'est peut-être pas mauvais, mais en toute chose, il faut faire la part des choses, prendre les garde-fous, préparer le terrain pour que l'opération réussisse. Et ça n'a pas été fait. On est allé d'improvisation en improvisation. Et ça a donné le résultat que ça a donné. Mais vous qui êtes enseignant et à l'époque
Qu'est-ce que ce mémorandum des enseignants disait? Il a fait l'étude critique du statut des enseignants. Ils ont montré qu'aucun enseignant ne sortait gagnant à l'issue de ce statut particulier. Que le moniteur d'enseignement, l'instituteur, le directeur d'école, le professeur, chacun, il perdait quelque chose. Donc ce n'était pas un progrès. Est-ce que c'était obligatoire de revoir le statut particulier des enseignants issus de la colonisation? Non, c'était pas obligatoire. C'était même pas le statut particulier des enseignants. Bon, on a comparé ce qu'ils proposaient à ce que les gens avaient. Et il se trouvait que toutes les catégories de l'enseignement étaient perdantes dans la chose. On lui a fait comprendre que c'est pas ça qu'il avait promis. Mais ce n'était pas non plus dans un truc de revendication. C'était en toute bonne foi. On pensait qu'il n'avait pas bien analysé la situation et pris la bonne décision. Mais il s'est trouvé qu'il y avait des difficultés politiques. Il y avait des difficultés syndicales. Toutes les couches de la population en Guinée, tous les syndicats étaient mécontents de leur situation. Et le statut particulier des enseignants, s'il avait obtenu satisfaction, allait faire boule de neige. En Afrique? Non seulement en Afrique, en Guinée d'abord et peut-être en Afrique. Oui. Bon, mais ça n'a pas été le cas et il a freiné. Avec son instinct de conservation du pouvoir, il a senti qu'il était en danger et il a freiné. Et il a voulu que ça serve d'exemple. C'est pour cela que c'était disproportionné par rapport au mémorandum. Par rapport au mémorandum, par rapport aux idées qui étaient exprimées dans le mémorandum, qui n'étaient pas... Qui étaient des idées progressistes. Progressistes et qui étaient nationales. Des idées nationalistes. C'était pour que l'enseignement aille de l'avant. Que les enseignants aient un statut qui leur permette de travailler sereinement et donner le meilleur d'eux-mêmes. C'était tout. Ces gens ne demandaient pas plus. Et il y avait d'autres catégories qui avaient été mieux traitées. Bon, ça a déplu. Et lors du congrès de la CNTG, Koumanian a reçu un accueil très chaleureux. Et je pense que c'est cet accueil chaleureux qui a été l'étincelle qui a fait éclater. Parce qu'il voyait en Koumanian l'ancien adversaire politique qui conservait sa popularité. Et ça lui faisait mal. Parce que qu'on le veuille ou non, Sékou Touré est très jaloux de sa popularité et de son audience auprès du peuple. Quand quelqu'un a une audience, ça gêne et ça le dérange et il le fait savoir. Il l'a fait savoir de cette manière-là. Il a arrêté le bureau directeur, il en a condamné 5. Et les autres qui se sont réunis, qui ont renié le mémorandum, ont échappé. Ah bon, il y a certains qui ont renié le mémorandum. Ils étaient 12 au bureau. 5 seulement ont été condamnés, les autres n'ont pas été condamnés. Donc ce sont Koumanian Keïta, Tamsirian, Baïbrema Kaba, Baïsek, et Réotra, Mamadou Réotra, qui est un écrivain d'ailleurs. Un écrivain, poète écrivain. Et membre fondateur du PDG. RDA. Donc qui était membre fondateur du PDG RTA. Oui. Alors, lorsque vous avez eu cette citation du président pour avoir eu raison trop tôt, quelle est la réflexion que cela vous a intimé? J'ai été estomaqué que l'on arrête quelqu'un, qu'on sait qu'il n'est pas un malfaiteur. On le garde 6 ans en prison et qu'on lui avoue tout banalement qu'il avait raison. J'ai trouvé ça très culotté. Il fallait beaucoup de cynisme et beaucoup de culot pour le faire. Pour regarder les gens en face et leur dire. Parce qu'il sait aussi qu'on ne pouvait pas dire autrement.
Mais vous étiez dans la légalité en faisant ce mémorandum. Ce mémorandum, c'est tout ce qu'il y avait de plus légal, puisque les droits syndicaux sont reconnus, la contestation syndicale est reconnue. C'était inscrit dans la Constitution. Donc, c'est tout à fait légal. Mais on en a fait une affaire d'État. Une cour spéciale a condamné ces gens à 10 ans et 5 ans de prison. 10 ans pour les deux, Réautra et Koumandian, et 5 ans pour les 3 autres. Mais dans votre livre, comme je le dis aux téléspectateurs, souvent on ne va pas décortiquer tout le livre. Nous nous basons sur des réflexions. Koumandian Keïta, c'est des hommes qui ont été détruits. Il était au fait de sa popularité, de son... Et de sa stature. De sa stature d'enseignant. D'enseignant, non seulement guinéen, mais... De syndicaliste. De syndicaliste. Il était vice-président de la Fédération syndicale des enseignants libres. Il était membre du PRA. Et il a eu une renommée internationale et qui était méritée. Parce que, mine de rien, c'est des gars qui ne se sont pas battus pour eux-mêmes, qui se sont battus pour un idéal et pour l'intérêt des travailleurs qu'ils représentaient. Et ça, il est resté ce syndicaliste tout le long de sa vie. Ils auraient pu s'enrichir, ils auraient pu faire beaucoup de choses. Ils ont préféré l'honnêteté, l'intégrité et le service pour autrui. D'ailleurs, on le voit à Conakry, c'est un hommage qui lui est rendu parce que moi je vois ici plusieurs écoles Koumandian Keïta. Ça, c'est son fils qui les a initiés. Ah, c'est son fils. C'est son fils qui a initié ces écoles. Mais il mérite mieux que ça. Ah, il mérite mieux que ça. Il mérite mieux que ça. Il mérite une reconnaissance de la nation. Parce qu'il a formé beaucoup. Il a formé beaucoup, il s'est battu beaucoup pour les Guinéens, pour les enseignants guinéens. Il a tout sacrifié pour ces gens-là. Tout. C'est une reconnaissance nationale qu'il faudrait. Il faudrait lui rendre hommage, il faudrait le réhabiliter. Et de manière solennelle. Personnellement, je pense que ça doit être ça. Oui, voilà, je pense que vous êtes entendu, puisque nous sommes regardés par des téléspectateurs de votre génération, des moins jeunes, de vos élèves, de vos étudiants, et aussi des jeunes gens qui sont au lycée, qui sont à l'université. Je pense que ceux qui doivent prendre des décisions en tireront les conséquences, il me semble. Et c'est souhaitable qu'ils le fassent. Parce que ce serait à leur honneur et à l'honneur de la Guinée. Voilà. Contrairement aux attentes, a été plus fort. Ça l'a encore un peu plus abîmé. Voilà, M. Koulon, on est encore dans les réflexions. Après avoir vécu tout ce que vous avez écrit, tout ce que vous avez vécu et qui s'est fait ressentir sur l'éducation en Guinée, il ne faut pas se le cacher au niveau de l'éducation. La formation a battu de l'aile, la formation bat de l'aile. Est-ce que, quelle est la conclusion qu'on peut tirer de tout ce vécu-là? Personnellement, après avoir réfléchi, je pense qu'en Guinée, ce qui a fait défaut, c'est l'engagement de ce que j'appelle les patriotes. Qui sont les patriotes pour vous? Pour moi, les patriotes, d'abord ceux qui se sont battus pour l'indépendance, qui ont obtenu cette indépendance et qui maintenant pensent que ce qui se fait n'est pas ce qui doit se faire. Mais c'est ce que vous avez fait, vous avez écrit, vous interpellez, vous tapez à la porte des consciences. Mais est-ce que c'est suffisant? Je souhaite que ça déclenche. Nous essayons de relayer votre message. Et c'est très bon, c'est très bon que vous relayez ce message. Est-ce que ça tombe dans de bonnes oreilles? Mon point de vue personnel est que la classe politique actuelle, dans son ensemble, dans son entièreté, est plus mue par des intérêts personnels que par la cause du peuple et de la justice et de la démocratie.
C'est mon point de vue. J'ai peut-être tort, mais c'est comme ça que je pense. Et je dis, il y a des patriotes dans toutes les formations politiques. Mais ils sont noyés au sein d'une masse qui n'a pour ambition que de s'enrichir au détriment des autres. Ces patriotes sont comme inexistants. Et ça, si la Guinée doit sortir de l'ornière, il faudra que ces patriotes se réveillent, qu'ils abandonnent leur attitude actuelle de passivité, de résignation, et qu'ils se regroupent en tant que force politique. Pas éparpillés, pas dilués, mais effectivement unis et soudés dans une formation qui veut le pouvoir pour le peuple au profit de tous les Guinéens. Mais aujourd'hui, la politique va avec des ressources. Je pense que ceux qui ont des ressources sont ceux qui créent les partis. Je pense que c'est la fin des idéologies. Les idéologies sont mortes. Les convictions sont ce qu'elles sont. Ce qui va paraître excessif. Je pense qu'il n'y a pas de parti au sens noble du terme ici. Il y a des formations à la disposition d'individus pour servir les individus et peut-être... Parce que généralement, quand les partis qui prennent le dessus sur les autres, dès qu'ils ne sont pas aux affaires, ils tombent comme les châteaux de cartes. Ils n'existent pas. Le PDG est tombé comme un château de cartes. Oui. Le PUP est tombé comme un château de cartes. Parce qu'il n'y avait pas de parti, il n'y avait pas de militants. Oui, mais les militants n'avaient pas la conviction. C'est ça. Quand ils n'ont pas la conviction, ce n'est pas des militants. C'est des affairistes. À un certain moment, le PDG était source de profit. Le PUP, quand il est arrivé au pouvoir, il était source de profit. Et ceux qui voulaient des profits y ont adhéré. Oui. Ceux qui avaient des convictions, les uns sont restés tranquilles et d'autres ont essayé de s'opposer. Au jour d'aujourd'hui, regardez le paysage politique guinéen. On dirait que depuis l'aube des temps, le président Alpha Condé a été avec tous les Guinéens pour lui. Ce qui n'est pas vrai. C'est depuis qu'il a accédé à la magistrature suprême que les ralliements ont été faits. Des ralliements qui continuent à se faire. Non pas pour le servir, mais pour ses beaux yeux, mais parce qu'il y a quelques miettes à retirer de ses positions. Je vais être... vous prenez au jour d'aujourd'hui, les élections législatives, c'est le sujet à la mode. Oui, partout. Tout le monde pense que ça va résoudre les problèmes. Les uns le croient sincèrement, d'autres pensent que la communauté internationale va aider, l'aide va reprendre et ça va être le moyen. Mais je dis, et je le dis, vous me permettrez de vous remercier de m'avoir donné l'occasion, je le dis à cette tribune, ces élections législatives ne conduiront à rien de positif si elles sont réalisées dans les conditions actuelles de la Guinée. Pour une raison bien simple, ce n'est pas des élections qu'on veut, c'est des postes. On veut être ministre, on peut être député et c'est tout. Donc les gens n'ont aucune conviction pour le pays. C'est ma conviction personnelle. C'est peut-être exagéré, c'est peut-être anachronique, mais c'est ça ma conviction. C'est ça ma conviction. Et vous verrez, au bout des élections, même les quelques députés de l'opposition vont négocier avec le pouvoir pour avoir des postes. Et ils ne resteront pas dans l'opposition. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, sont dans l'opposition des gens qui n'ont pas eu de place dans le régime et dans les postes du régime. C'est tout. Je dis, si j'étais le président de la République, ce qu'il a fait avec l'arc-en-ciel, il va le refaire avec cette opposition. C'est-à-dire,
les appeler autour de la table, autour de la mangeoire. Et il y aurait beaucoup moins d'opposants qu'actuellement. Qu'on le croit, qu'actuellement. Ben, c'est une stratégie. Mais généralement, cette gymnastique a tout le temps existé dans notre pays. Mais à vous lire et puis à vous entendre parler, j'ai l'impression qu'il y a tout le temps eu un silence. Un silence qui a fait que les libertés fondamentales ont été grignotées à un moment donné. Et pourquoi ce silence lourd? Il y a une raison, il y a un certain nombre de raisons. Sous le régime de la Première République, la terreur imposait le silence. Mais depuis... Est-ce qu'on peut appeler un exil de l'intérieur? Un exil de l'intérieur ou une abdication. Abdication, voilà, c'est ça. Mais depuis 1984, ce n'est pas la terreur qui impose le silence, ce sont les intérêts. Donc il y a les conditions économiques. Les conditions économiques. Ou la recherche du profit. La recherche du pouvoir. Le pouvoir le recherche pour réaliser de l'argent. Partout ailleurs, le pouvoir, on l'obtient et on ne fait pas de l'argent, on ne fait pas du commerce, on n'en fait pas un profit. Ici, et en Afrique en général, le pouvoir est la source de richesse, malheureusement. On est à ce stade-là. Et les gens vont à la politique pour s'enrichir. Pour gagner de l'argent. Gagner de l'argent. Parce que c'est la voie la plus facile. C'est la plus facile et c'est la plus rapide. Prenez dans tous les pays, celui qui arrive au pouvoir, en 2-3 ans, il établit une fortune colossale. Colossale. Même ceux qui au départ n'étaient pas venus dans cette intention, ils subissent et ils suivent l'exemple. On est tiré vers le bas. Ce sont les médiocres qui attirent, au lieu que ce soit les élites qui attirent vers le haut. Mais généralement, quelle est la conclusion que vous en tirez? Tous ces phénomènes que vous avez observés et qui ont fait que nous restons là où nous sommes. Il y a une certaine stagnation, il y a une certaine autarcie qui font que, ou qui fait que le pays est là où elle était, la Guinée est là où elle était il y a une 50aine d'années. Tout à l'heure, vous avez dit quelque chose, c'est qu'il n'y a pas de conviction. C'est l'absence de conviction qui fait ça. Ceux qui ont voulu le départ des Blancs, qui ont voulu donc l'indépendance, ils pensaient l'indépendance au profit de la Guinée. Ce n'est pas remplacer les commandants blancs par les colonisateurs. Les colonisateurs. C'était avoir la souveraineté, pouvoir décider et de la justice et instaurer la démocratie et de la justice sociale. C'était ça. Les idées essentielles des gars qui ont effectivement prôné dès le départ cette indépendance, c'est-à-dire les étudiants qui étaient regroupés au sein de la FEAMP, au sein des associations des étudiants africains et guinéens en France. C'était ça. C'était combattre le régime colonial et ses méfaits. Ce n'est pas le remplacer. Or, par la force des choses, l'indépendance a été un remplacement. Et par la force des choses, par mimétisme et si tu veux, par continuité, le régime de Lansana Conté n'a pas combattu le régime de Sékou. Il l'a continué sous une autre forme. Et je crains que le régime actuel ne continue la même chose sous une autre forme. Donc il y a une mue qui se fait à chaque occasion. Pas une mue, une continuité. Ah oui, une continuité. Une continuité. Okay. Une mue, ça suppose que ça change. Ça change, oui. Ça change. Mais ça continue. C'est la même logique. C'est la même logique. Et on a à peu près pratiquement les mêmes hommes, ou alors des hommes qui ont les mêmes pensées. Ou qui changent de veste. Oui, et ça c'est très courant. Ok. Donc, dans cette déchéance, en lisant votre livre, on a toujours sur son chemin des gens généreux, des hommes généreux qu'on rencontre. C'est comme ce gouverneur de Guékédou,
qui m'a beaucoup impressionné dans cet ouvrage, qui avait ses convictions, que malgré tout ce qui se passe, il y a des gens qui ont des convictions. Et même au jour d'aujourd'hui, M. Keïta, ces hommes existent. Seulement, ils sont noyés dans la masse. Elhadji Sori Condé, qui était gouverneur à Guékédou, c'est un enseignant. Ah, c'est un enseignant. Son instituteur. Qui était de la région de Farana, je crois. Non, de Kankan. De Kankan. De Kankan. Au moment du complot, entre guillemets, des enseignants, ils ne croyaient pas à ce complot. Mais il a fait savoir. Il a voulu le faire savoir. Ses amis qui savaient ce qu'il risquait l'en ont empêché. Et ça a été sa façon à lui, dans le traitement qu'il nous a réservé, c'était sa façon à lui de dire qu'on n'avait pas tort et qu'il restait lui-même. Et il l'a dit avec un courage téméraire, même fou. Parce que pour qui connaît le régime à l'époque, recevoir des détenus, des des parias, considérés comme des parias, effectivement, c'est le terme. Recevoir des parias et leur donner le traitement qu'il nous a donné, c'était une folie. Et il faut de la conviction et de la certitude pour le faire. Ouais. Et il l'a fait. Il y a beaucoup de gens qui pensaient comme lui qu'il n'y avait rien dans ce complot. Mais ils ne l'ont pas dit. J'ai lu une interview de Alata. Jean-Paul Alata, interviewé par une journaliste française, Anne Blanchard. Oui, Anne Blanchard. Anne Blanchard était chez RFI, que je connais très bien. Elle a collaboré au début de ma carrière avec elle. Elle l'a interviewé et lui a dit comment se fait-il que ce soit au moment de ton arrestation que tu te rendes compte que la Guinée est dans la dérive. Il a dit, pour le cas de Ibrahima, le premier complot. Ibrahima Diallo, le petit frère était un grand reporter sportif ici, Pathé Diallo, qui était un avocat. Non, il était inspecteur du travail. Oui, mais Ibrahima était inspecteur de travail. Inspecteur de travail. C'est son juriste de formation. Ouais. Donc, il dit, ce gars, on savait que son tort, c'était d'avoir estimé que Sékou Touré n'était pas à la hauteur. Mais on a laissé passer. Les enseignants, quand on les a arrêtés, il y a un certain nombre de messieurs qui sont allés lui dire ces gars-là ne sont pas coupables. Il leur a dit, c'est vrai. On ne les met pas là-bas pour les torturer, c'est simplement pour un certain temps, le temps qu'ils réfléchissent. Et ce temps a duré. Ils l'ont cru. Ah bon, vous avez réfléchi pendant 6 ans? Ah oui, et c'était pour nous faire réfléchir pendant 6 ans. À la tête du client qu'on libérait. Et c'était signe qu'il n'y avait pas justice. Donc, il dit, Sékou, on l'a cru. Anne Blanchard lui a dit, comment se fait-il que vous ne l'ayez pas relancé au bout de quelques années? C'est humain, c'est humain. Eux, ils étaient dans le secret de Dieu. Ils étaient tout près du pouvoir, ils savaient ce que ça représentait. C'était déjà beaucoup de sa part de s'inquiéter des gars qui ont été arrêtés et de dire qu'ils ne sont pas machins. Il fallait beaucoup de courage pour le dire à ces gars. C'est Alata qui l'a fait. Alata l'a fait. Il l'a fait avec Néné Kali Kondeto, avec Kamara Bala. Ceux-là, il les a cités. J'ai lu ces noms-là dans l'article. Bala qui est mort à Boiro aussi. Oui, à Boiro. Et Kondeto qui est mort d'une mort naturelle. Qui était un ancien du quartier latin. Et qui devait être arrêté en même temps que nous, en 61. Mais ça faisait trop. Si on avait arrêté tout ce qui devait être arrêté en 61, ça aurait fait aussi un vide. Et là,
il a tapé pour faire l'exemple et il s'est contenté de ça. Les autres ont compris. Est-ce que ce n'était pas un avertissement que vous serviez d'exemple on servait d'exemple. Avoir de velléité de ce genre, de contester. On devait servir d'exemple et on a servi d'exemple. Et ça a servi à mater l'intelligentsia guinéenne. Et l'intelligentsia locale guinéenne décimée. Et puis bon, voilà, l'éducation a chuté. Et aujourd'hui, quel message, après avoir publié ce livre que j'ai vu au Centre culturel à l'occasion, mesdames, messieurs, des 72 heures du livre, nous allons vous permettre, au départ de cette émission, vous avez de voir l'hymne de ces 72 heures du livre. Nous passerons l'hymne des 72 heures du livre au fur et à mesure qu'on passera cette émission ici à la télévision guinéenne. Nous avons reçu pour vous ce soir Mamadou Kolon Diallo. Quel est votre message après avoir publié ce livre que je recommande aux téléspectateurs? Ce livre, il est destiné à la jeunesse, plus particulièrement. Mais il est destiné à tous les Guinéens, pour que chacun sache que ça s'est passé. Ce n'est pas de l'invention, ce n'est pas un conte, c'est une réalité. Et que si on ne fait pas attention, ça peut revenir. Donc c'est le même slogan que Madame Diallo, puis jamais ça. Oui, moi j'ai été le premier secrétaire aux affaires sociales de l'amicale des anciens détenus. C'est vrai, plus jamais ça. Il faut que plus jamais cela ne se reproduise. Mais ça demande un effort, M. Keïta. Un effort colossal. Un effort de tous les Guinéens. Chacun d'abord sur lui-même et ensuite de réflexion. Et se dire que le chemin que nous avons suivi jusqu'à présent n'est pas le bon chemin. C'est pas le bon chemin. Et que si on veut changer, il faut qu'il y ait, comme vers la fin de la colonisation, qu'il y ait des gens qui se lèvent et qui se disent « nous allons changer ça de fond en comble ». Changer ça. Toute la Guinée s'est soudée. C'est soudé. C'est levé comme un seul homme. Et c'est faisable. Parce que l'indépendance s'est faite avec, au départ, une petite poignée d'étudiants, de syndicalistes et d'intellectuels. Ce sont eux qui ont imposé le nom aux politiciens. Le PDG RDA, qui revendique la paternité de l'indépendance, ne s'est prononcé pour le nom qu'un mois avant l'indépendance. Il était interdit et risqué de parler de l'indépendance avant. Et ça, c'était les hommes du régime qui l'interdisaient. Les étudiants ont eu du mal à faire campagne pour le nom, avant que le PDG ne se prononce. C'est une réalité à savoir. Cette indépendance, le vrai père de l'indépendance, ce sont ces jeunes étudiants qui ont popularisé, diffusé cette idée et qui l'ont rendue vivante et qui l'ont rendue possible. Ce sont eux. Ce n'est pas ceux entre les mains desquels le pouvoir est tombé après l'indépendance. Et je pense qu'il faut que les Guinéens se ressaisissent, qu'ils trouvent à leur sein des hommes semblables à ceux qui ont osé dire non. Et qui ont abandonné des intérêts matériels considérables au profit de ce nom. Mais par conviction, parce qu'il voulait le nom pour la Guinée, il voulait que la Guinée retrouve son indépendance et sa dignité. Et ça, au jour d'aujourd'hui, il faut que les Guinéens se disent le chemin qu'on a suivi jusqu'à présent, d'abord qu'ils s'en rendent, qu'ils en soient convaincus. Je pense que ce livre fait partie de ceux qui doivent les convaincre que ce n'est pas la bonne voie. Que cette voie, il faut la changer. Il faut initier une autre voie. Retrouver les pensées, les idées de ces gens généreux qui ont pensé l'indépendance
et s'organiser comme ils se sont organisés. Rien n'est facile. Et ce n'est pas fatal que ça continue. Ouais. À condition que les gens se lèvent, qu'ils y mettent de la détermination et de la sincérité. Voilà, c'est le fin mot de M. Mamadou Kolon Diallo pour avoir eu raison trop tôt. Et le dernier ouvrage, l'ouvrage publié chez Phoenix Presse Internationale. Donc il était notre invité de ce soir pour parler de son ouvrage et aussi pour parler de cette Guinée. Je crois que tout le monde aime cette Guinée dans sa diversité. C'est pourquoi M. Diallo recommande à ceux qu'on retrouve à notre sein des Guinéens, comme des Guinéens en 1958 qui ont osé dire non aux colonisateurs pour construire un beau pays dans la diversité et un grand pays d'ailleurs dans la diversité. Et donc c'est ce que M. Mamadou Kolon Diallo nous conseille. Et je vous invite aussi à retrouver cet ouvrage ici dans la capitale. À quel niveau? Il n'est pas disponible. Il est avec l'amicale des anciens détenus. Voilà, je pense que vous aurez cet ouvrage avec l'amicale. Il y a une deuxième édition qui va paraître et qui sera peut-être plus abondamment distribuée en Guinée. Voilà. Il est publié chez Phoenix Presse Internationale. Je vous ai eu ce soir avec M. Mamadou Kolon Diallo qui était mon invité pour avoir eu raison trop tôt et son dernier ouvrage. Vous avez vu dans cette émission Le Tourbillon, la dérive autoritaire de Aminata Barry. Vous avez aussi M. Alassane Chérif, le sens de la maladie en Afrique et dans la migration. Diagnostic, pronostic, prise en charge. C'est un livre intéressant à lire puisque Alassane a déjà publié un ouvrage ici sur l'oralité. Et aussi Alpha Condé, un Africain engagé, ce que je veux pour la Guinée. Je vous recommande tous ces livres. Nous sortons des 72 heures du livre. On a eu beaucoup d'ouvrages que je vous ai présentés ici dans les différentes émissions. Je vous retrouve très prochainement dans Parole Publique de Guinée. Bonsoir.